Un jumeau numérique, c'est quelque chose qui permet de concevoir, de simuler, éventuellement d'avoir de l'analyse prédictive pour avoir une idée de l'impact des modifications qu'on peut introduire dans le système. Il faudrait imaginer un kibbutz qui fonctionnerait avec l'intelligence artificielle qui servirait à créer plus de convivialité et à augmenter la gouvernance. Dans la nature, ce n'est pas la performance extrême qui perdure, mais la capacité de chaque élément à participer activement à la survie d'un tout, non pas pour écraser les contraintes, mais pour danser avec elles. Prolongeons notre réflexion dans une réalité tout aussi vivante. Nous ne pouvions pas parler de résilience sans inviter la nature à notre table de discussion. Et pour nous mettre à niveau sur le sujet, je me suis entourée de Claire Bailly, de Jean Mageran, David Carvalho. Claire Bailly et Jean Mageran sont des architectes paysagistes urbanistes. Ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils sont capables de réconcilier la recherche fondamentale d'un côté, à travers l'étude des algorithmes de la nature, et la recherche appliquée, en mettant les mains dans le terreau grâce à leur écoferme. Pour nourrir notre réflexion, David Carvalho est également convié à cette discussion en direct du terrain, depuis La Réunion. C'est un designer, il est pionnier dans la cybernétique et l'innovation chez Pininfarina, et c'est un amoureux du genre humain. Ensemble, sur ce sujet de que vient faire le biomimétisme dans la construction, nous voulons vous immerger dans une définition de la résilience qui dépasse la vision mécanique du mot, qui se limite dans sa version mécanique à considérer la résilience comme la résistance des matériaux au choc. Je vous invite à venir avec nous dans cette discussion et notre point de départ de notre voyage, c'est la nature. Nous commençons par admirer avec un humble respect la longue existence et la longue expérience de la nature. Faisons-nous tout petits face à cette vieille dame âgée de 3,8 millions d'années qui nous a recueillis chez elle, nous, Homo sapiens, qui n'avons que 300 000 ans. Donc faisons-nous tout petits pour rentrer dans les coulisses de la nature où la résilience prend vie dans la recherche permanente de l'équilibre dynamique, en plein cœur de la systémique, où tout n'est qu'interaction du vivant avec le vivant contre le vivant, et le vivant dans son écosystème pour mieux l'habiter. Donc Claire et Jean, pouvez-vous éclairer ce que nous devrions voir dans ce monde tout petit, avec nos petits yeux, et comment vous faites pour observer cette nature ? Alors, on ne va pas parler de ce que vous êtes obligé de voir, mais de ce qu'on essaye de voir, chacun ayant son propre regard sur le monde. On va dire deux mots sur la notion de bionumérique, qui est notre façon d'aborder le projet, c'est-à-dire que nous, on se définit comme des inventeurs, et notre objectif, c'est d'utiliser des méthodes pour réussir à proposer des projets, tels la macroferme permacole bionumérique, sur lequel on a travaillé depuis un certain nombre d'années. Le bionumérique, donc, c'est le mélange entre le biologique et le numérique. Biologique parce que c'est le monde vivant, et le numérique parce que c'est un nouvel outil qui nous permet de nous confronter au réel de manière totalement différente. Tout simplement parce qu'on pense que les aménagements qui sont faits par l'homme actuellement sur la planète sont particulièrement violents et déstructurent la nature parce qu'ils sont trop simplistes. Et ça a été des outils très efficaces, mais ils sont trop simplistes et ils mettent en danger la nature. Ils mettent en danger la nature tout simplement parce que la nature est un processus organisationnel d'une hyper-complexité et que ces deux mondes se confrontent et le monde humain, l'anthropocène, est en train de dévorer la planète. D'où l'idée d'essayer de trouver des conciliations entre ce qui est de l'ordre du biologique et ce qui est de l'ordre des nouveaux outils et des activités humaines. Et le numérique étant un des éléments qui va nous permettre de mieux gérer la complexité. Et le monde biologique est donc un dispositif qui est d'une très très grande complexité, qui est régi par des lois mathématiques, et ces lois mathématiques, telles l'algorithmie, vont nous intéresser parce qu'elles vont nous permettre de reprendre en considération la manière qu'on a d'aménager les territoires et la ville et de construire, et ça va nous permettre de rendre plus compatibles les aménagements urbains, les aménagements humains, et de les confronter à la nature de façon moins violente et plus en adéquation avec ce qui se passe dans le milieu vivant, pour les rendre enfin compatibles.
Oui, et d'ailleurs, pour faire la transition avec la capsule précédente qui parlait du BIM, je crois que c'est intéressant de dire que on a l'édition 2025 du BIM qui aura lieu à Nancy en novembre prochain. Donc, d'une, c'est un colloque qui traite du BIM dans la recherche et dans l'enseignement, en ingénierie et en architecture. Et on est responsable scientifique de la journée recherche qui va traiter du vivant et du numérique. Donc, on fait vraiment le lien avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. Et donc, pour juste compléter en 2 mots ce que dit Jean, l'idée, c'est vraiment pour nous de mimer la nature à travers ses propriétés vraiment profondes. Donc, on va aller faire du projet avec des systèmes multi-agents, des automates cellulaires, ou des outils de ce type-là qui permettent de vraiment approcher ces notions d'auto-organisation, d'autorégulation, d'équilibre dynamique, de phénomènes émergents. Et pour nous, c'est là que va se loger vraiment une forme de biomimétisme qui permet d'intégrer la notion d'information. Aujourd'hui, on se rend compte que le vivant traite, gère, stocke, produit de manière transparente et instantanée une infinité d'informations. Et ça peut être inspirant pour nous pour intégrer cette dimension-là dans nos manières de vivre et puis de produire nos cadres de vie, évidemment. Dans le travail de préparation qu'on a fait, on se disait il y a cette notion de prise de conscience que la nature est réglée et rythmée par de multiples algorithmes et que cette intelligence artificielle nous aide à faire cette compréhension, à comprendre la complexité de la nature et nous permettre de mieux transposer notre compréhension de la nature sur nos propres organisations et donc peut nous aider à mieux concevoir un habitat convivial. Et David, je pense que cette notion résonne particulièrement de ton côté. Donc effectivement, quand on parle de l'habitat inspiré par la nature, le terme convivialité prend selon moi un sens très particulier. Il s'agit pour nous d'encourager l'acte de faire société, ce que ne fait pas naturellement la nature, c'est-à-dire de tisser activement du lien entre les différentes communautés locales pour co-construire ces espaces de vie. Et le projet Baraque, la convivialité, c'est pas seulement une astuce sociale, c'est vraiment une brique essentielle du dispositif parce qu'on souhaite favoriser et gérer avec l'aide de l'intelligence artificielle. Vous m'entendez bien? Ça va? On entend bien, on te met en plein écran dans la salle. Donc elle se manifeste par des boucles d'échange entre artisans, habitants, les formateurs. On est avec les CFA ici avec des représentants de Mayotte et de la Réunion, dans ces territoires insulaires, avec les donneurs d'ordre aussi, bien évidemment, où chacun apporte son expérience, sa compétence, ses ressources, ses moyens, et enrichit le projet en tenant compte aussi du vivant. C'est quand même important. Et bien évidemment du climat local changeant et de plus en plus rigoureux. On le voit aussi ici dans les zones tropicales qui prennent de plein fouet ces changements climatiques. Et c'est faire acte finalement d'habiter ensemble et ces ressources du vivant se rencontrent et on doit favoriser cette synergie d'une micro-société en développement sous stress où l'habitat est un vecteur pour sociabiliser. Donc je le constate encore ici avec les représentants aussi de Mayotte suite à l'ouragan et on souhaite mettre particulièrement l'accent sur cette posture humaine au-delà de la technologie, au-delà de prendre l'expérience d'habiter véritablement pour être durable parce qu'elle doit être collective et conviviale. J'en reviens dans cette dimension de faire société. Et justement, Claire, Jean, cette convivialité, elle est typiquement naturelle, mais c'est pas toujours si convivial non plus. Oui, c'est vrai que dans le vivant, on trouve tous les types de comportements, depuis ceux que nous, on qualifie le plus de bienveillants, comme la solidarité au sein des groupes d'animaux, mais on trouve aussi ce que nous, on peut qualifier de malveillants, comme le lion qui dévore les lionceaux de la lionne qui convoite. Mais finalement, la bienveillance, elle n'est pas vraiment dans le vivant, elle est dans le regard que nous, on porte sur le vivant. C'est pour ça que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les principes fondamentaux du vivant, les principes complexes, et c'est de pouvoir les comprendre, notamment grâce au numérique, de les réintroduire dans nos démarches de production du cadre de vie, et cette fois-ci, de les mettre vraiment au service de valeurs humanistes, pour aller vers de la gouvernance et vers une manière de concevoir le cadre de vie qui puisse tenir compte de chacun,
générer de la solidarité et gérer, par exemple, la diversité. La diversité, c'est une notion qui est fondamentale dans le vivant. S'il n'y a pas de diversité, une organisation vivante n'est pas pérenne. Et pour le coup, la convivialité, c'est ça aussi. C'est que, quelle que soit la diversité à laquelle on s'adresse, quels que soient les individus auxquels on s'adresse, chacun puisse trouver quelque chose qui lui convienne, tout en étant dans une organisation où on a une vraie solidarité. Donc, c'est plutôt ce type de phénomène qui va nous intéresser. Donc, on va essayer d'aller chercher dans la nature des processus vertueux, c'est-à-dire qui sont bénéfiques, comme l'auto-organisation, par exemple, ou les équilibres dynamiques. C'est des choses qu'on peut extraire de la nature et l'objectif, ça va être de les amener pour faire en sorte que les gens puissent monter ensemble des organisations où on puisse avoir de l'auto-organisation, aussi des équilibres dynamiques entre les gens. C'est-à-dire ce qui peut aller jusqu'à du non-vertueux dans la nature. Les principes, on va essayer de les utiliser pour faire du vertueux dans les sociétés humaines, sachant que la nature, pour qu'elle persiste, il faut qu'il y ait de la prédation et que le plus fort gagne. Alors que dans une société humaine, c'est tout le contraire. Il faut qu'une société humaine se consacre une partie de son énergie, y compris pour les plus faibles, si on veut que ça soit une société à peu près civilisée. Par contre, on s'aperçoit que les mêmes mécanismes algorithmiques, par exemple, les mêmes processus organisationnels peuvent servir dans la nature en utilisant la prédation ou la loi de la jungle, et que ça peut être utilisé à d'autres fins en mettant comme objectif la solidarité ou les mutualisations ou les rapports, disons, conviviaux entre les gens. Donc voilà, on essaie d'inverser à certains moments quand on ramène dans la société. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas les organisations membre à membre, mais à certains moments, on est obligé d'inverser et à certains moments aussi de mettre des valeurs dans ces organisations pour faire de l'humain. Voilà. Mais bien sûr, on a en tête le fait de faire de plus de l'humain possible avec les modèles de la nature. L'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils se reproduisent eux-mêmes et qu'ils sont pérennes. Donc si on peut trouver des choses plus pérennes, notamment dans les solidarités humaines, c'est des choses qui nous intéressent à travailler, à mettre dans nos projets. Certains de nos projets donc, ont intégré cette notion-là. Et du coup, solidarité, on pense à des notions de coopération qu'on entend beaucoup, des injonctions de coopération et de collaboratif. On a l'impression qu'avec les algorithmes, David, on peut aller au-delà de tout ça. Effectivement, Blandine, quand on parle de coopération et collaboration, d'ailleurs c'est des échanges qu'on a eus ensemble, c'est deux notions qui paraissent vraiment similaires, mais elles sont bien différentes dans le fond. Et c'est bien là tout le problème, c'est d'avoir un schéma d'échange qui soit dans quelque chose qui soit différent. La coopération, c'est un schéma qui a vite montré ses limites dès qu'on entre dans la complexité algorithmique des systèmes naturels, ou soit-il, la nature fonctionne selon des millions d'interactions non linéaires. Vouloir tout orchestrer depuis le sommet de l'organisation conduit à une suringénierie et à la fin, l'impuissance décisionnelle. Donc, chez Barak, nous avons fait le choix de reconnaître cette complexité comme partie intégrante du modèle, et plutôt que de la combattre, nous proposons un modèle organique sous des formes d'arbres métiers qui permet de manipuler ces algorithmes grâce à l'intelligence artificielle, qui agit comme un passeur pour que les artisans ou les puissent ajuster librement, localement, en conscience, et non subir ce cadre trop souvent figé, la plupart du temps, ou obsolète, ou complètement hors sol dans bien des cas, et on le constate encore aujourd'hui avec des constructions béton ici à La Réunion. Donc c'est dans la conception, c'est donner beaucoup plus de pouvoir au-delà de la conception à de la co-construction, tous ensemble, avec les usagers également. Oui, donc j'ai abordé un petit peu tout à l'heure le problème de la macro-ferme, qui était un projet donc il faudrait imaginer un kibbutz qui fonctionnerait avec l'intelligence artificielle qui servirait à créer plus de convivialité et à augmenter la gouvernance. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on essaie de proposer en participation avec les populations d'autres approches de la convivialité dont on parlait tout à l'heure et de la collaboration, et de faire en sorte que les projets eux-mêmes incitent les gens à travailler ensemble
et à collaborer de manière plus vertueuse, disons, en tenant compte, en intégrant eux-mêmes toutes les dimensions sociales et solidaires que aujourd'hui la puissance publique garantit. Alors, il y a tout un montage juridique et administratif, et même on doit faire appel au législatif pour faire en sorte qu'on trouve d'autres manières de faire des sortes de macro-copropriétés en participation et en relation avec la puissance publique. On prend des sortes de contrats qui sont pris par les habitants eux-mêmes, et plus ce contrat fait dans le social, plus la puissance publique peut abonder avec des fonds publics pour aller pour aider ces organisations humaines locales. Avec il y a la possession d'un bien commun qui sert d'articulation à tout ça, et ce bien qu'on pourrait ressembler à une sorte de kibbutz va être un bien qui va générer du social et des équilibres dynamiques au niveau du social en lui-même, tout en ayant une certaine garantie de la puissance publique. Alors on cherche d'autres modèles qui va supposer d'autres gouvernances, des gouvernances qui vont être à l'articulation entre le pouvoir politique tel qu'on l'a aujourd'hui avec une délégation de pouvoir, et puis le pouvoir individuel de chacun. Donc c'est quelque chose qui va se situer un petit peu comme l'associatif, avec un associatif qui tire aussi vers l'économique, voilà, et vers le social. Voilà, donc on essaye de travailler avec ces modèles, toujours en utilisant le modèle de la nature pour avoir une idée de la manière dont ce système-là peut se répandre, peuvent se répéter et se générer d'abord, puis ensuite se répéter. Oui, pour compléter sur l'aspect numérique qui permet de gérer justement quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est vraiment très très complexe, avec des interactions multiples, variées, dans tous les sens, comme on a dans le vivant. Le numérique permet de gérer ça. Et puis par rapport à cette question de donner du pouvoir dans la conception, un outil numérique pour gérer, pour concevoir, pour faire évoluer un dispositif de ce type-là, c'est quelque chose qui peut ressembler à un jumeau numérique, mais un jumeau numérique complexe et ouvert. Et donc l'idée, c'est que les citoyens peuvent eux-mêmes avoir accès à cette démarche de conception, peut intervenir ou faire des propositions de variations sur des paramètres, plus de ceci, moins de cela, et voir ce que ça va donner. C'est-à-dire qu'un outil numérique, comme un jumeau numérique, c'est quelque chose qui permet de concevoir, de simuler, éventuellement d'avoir de l'analyse prédictive, donc pour avoir une idée de l'impact des modifications qu'on peut introduire dans le système. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui permet encore une fois d'approcher une vraie complexité et de la gérer et de donner du pouvoir aux citoyens dans quelque chose qui le concerne évidemment directement, qui est son cadre de vie, qu'il soit rural, urbain ou périurbain, comme on dit aujourd'hui. Donc ça, pour nous, c'est une des grandes forces aussi du numérique dans nos démarches de conception, c'est que ça oblige à poser les choses, à les rendre visibles et donc à les rendre accessibles à un plus grand nombre que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc aller vers de la co-conception. Donc ça paraît très beau, ça, de partir des phénomènes émergents pour faire acte de construire ensemble. On est dans les pragmatopies. Donc David, pour passer de l'idée, de l'intention, de la belle intention à la réalité, est-ce que c'est possible et comment on peut revoir les choses côté baraque? Alors techniquement, aujourd'hui, c'est possible. Mais tu as bien posé la question, c'est comment? C'est pour ça qu'on a fait le choix aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a la réunion aussi, c'est qu'on a pris finalement le parrainage avec le 3CA BTP qui est à l'origine des programmes finalement d'apprentissage de l'ensemble des CFA et des centres de formation sur les métiers du bâtiment. Donc on prend les choses à l'origine dans la volonté de faire émerger des phénomènes vraiment collectifs dans l'acte même de transfert. Donc on a imaginé une plateforme où, on la développe maintenant aujourd'hui, on exprime un besoin, donc en langage naturel, donc grâce à ce qu'on appelle les LLM, Large Model Language, où l'on rentre littéralement en conversation avec une IA qui traduit les mots avec des géométries paramétriques, comme ça a été cité, et de manière dynamique, pour pouvoir générer en temps réel des gabarits, des plans, des fiches de débit, des ordonnancements, et tous les documents qui sont nécessaires à l'artisan ou à l'autoconstructeur pour pouvoir générer ces bâtiments, communiquer avec son client et de produire ces éléments-là.
Alors aujourd'hui, on le fait encore à l'échelle du micro-habitat ou de l'habitat d'urgence, ce qu'aujourd'hui pour Mayotte par exemple. Et bien évidemment, on pourra gérer des plus grandes échelles. Mais surtout, pour chaque intervenant, chaque partie prenante, que ce soit l'autoconstructeur à l'artisan, en passant par le formateur des CFA et des compagnons du devoir aussi, on peut intervenir sur ces modèles pour les faire évoluer, pour proposer des variantes ou des nouveaux matériaux qu'on aura trouvés par rapport à des circuits courts sur du recyclage et par rapport aux ajustements aussi climatiques qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc cette coproduction, cette émergence du vivant social autour du projet, c'est ce qu'on appelle, tu l'as cité, faire acte de bâtir ensemble. C'est vraiment un élément de philosophie prégnante dans le projet Baraque. Dans les 4 minutes qui nous restent, voilà, la recherche de symbiose dans cette logique de partir des phénomènes émergents. Oui, en 2 mots, les phénomènes émergents, c'est quelque chose qui est assez caractéristique du vivant. Hein. C'est logique vraiment de partir de micro-interactions très locales et relativement aveugles par rapport au global, et qui, au global, donne quelque chose de très organisé et très adaptatif. On a tous en tête l'image du banc de poissons, du vol d'oiseaux, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes à intégrer dans nos modèles artificiels de cadre de vie, comme on parlait de la macro-ferme tout à l'heure. Pour les perspectives, David, ça veut dire qu'on n'est plus sur une façon on change notre manière d'habiter. On est vraiment à l'aube d'une transformation vraiment profonde de notre rapport à l'habitat. On n'habitera plus seulement, on cohabitera. Et en milieu ici tropical, dans un contexte comme ça, d'un territoire insulaire, c'est encore plus finalement logique. Et je le constate aujourd'hui. Et ce néologisme traduit l'idée que l'humain n'est plus un usager, un consommateur de l'habitat, mais devient un acteur parmi d'autres au sein de son écosystème bâti, non plus propriétaire ou détaché sur des fondations, mais un cohabiteur responsable sur un territoire vivant. Et dans cette vision, chaque geste, chaque réemploi, chaque connexion avec le vivant reconfigure notre habitat en réseau dynamique, adapté en temps réel aux variations du climat, des écosystèmes naturels, des comportements et des relations sociales. Et ça, l'IA, en tout cas, c'est la conviction que nous avons, peut modérer ces flux sur un arbre logique pour construire ensemble sur cette complexité. Et ça devient du coup un guide bienveillant, garant d'une certaine vigilance sur ces écosystèmes pour nous éviter notre propre autodestruction. Et donc, si on repart de notre thématique de résilience, David, dans nos discussions, on se disait que finalement c'est assez limitant comme définition et qu'il y a une perspective plus large grâce à ce mimétisme avec le vivant. Oui, parce que la résilience, c'est juste se contenter de rebondir après chaque choc, alors que la robustesse vivante est inspirée des écosystèmes naturels. Donc, dans la nature, ce n'est pas la performance extrême qui perdure, mais la capacité de chaque élément à participer activement à la survie d'un tout. Et c'est ce principe qui est très inspirant que nous, humains, société, devons imiter, concevoir, non pas pour écraser les contraintes, mais pour danser avec elles. C'est une formule qu'on a trouvée ensemble qui était plutôt élégante, et ça créera des conditions de cohabiter avec cette capacité à s'adapter, d'apprendre, d'évoluer dans son écosystème humain et non humain. Et c'est en cela que Baraque n'est pas uniquement un outil comme un autre, comme un logiciel, mais un modèle avec lequel nous pouvons rentrer littéralement en conversation pour faire émerger une société plus robuste et souhaitable pour faire face aux conséquences des décisions passées. Et c'est tout nouveau, hein, c'était pas encore possible, imaginable, en tout cas pour nous, entrepreneurs et technologiquement, encore l'année dernière, et aujourd'hui c'est possible. Et donc pour finir, Jean est clair sur finalement derrière cette robustesse, comment ces principes algorithmiques nous aident à construire et à envisager opérationnellement la construction. C'est quelque chose, les modèles de la nature, on s'aperçoit qu'ils marchent à toutes les échelles, c'est-à-dire les processus organisationnels qui se portent sur des écosystèmes qui font des dizaines de milliers d'hectares. On arrive à trouver des processus organisationnels vertueux qu'on peut tout à fait trouver à des échelles beaucoup plus petites et même très petites, comme celle d'un bâtiment. Et un bâtiment, pour nous, c'est rien d'autre qu'une série de territoires qui sont superposés quand il y a plusieurs étages. Et donc, les mêmes outils peuvent réussir à traiter ces éléments-là
Et quand on traite des grands territoires, on traite des populations humaines qui sont dedans. Et les outils qui servent à aider les gens à s'organiser de manière différente, plus vertueuse, à des grandes échelles, c'est des éléments qui permettent de réfléchir à la manière dont les gens, localement, dans un bâtiment, en fonction de ce que va avoir comme fonction justement le bâtiment par la suite, c'est des outils qui peuvent nous aider à nous poser des questions sur nos comportements et sur la manière dont on peut se comporter de manière plus solidaire à l'intérieur de cette construction et de la faire de telle manière qu'elle puisse favoriser encore ces organisations humaines plus intéressantes pour nous. Voilà notre voyage pour découvrir comment le biomimétisme et les algorithmes de la nature peuvent enrichir notre manière d'habiter notre planète Terre. Donc à compter d'aujourd'hui, avec Claire, Jean et David, nous vous invitons à faire vibrer le cohabiteur qui est en vous, en lien avec la nature et sa sagesse algorithmique, pour ressentir et faire résonner en vous et dans vos activités la richesse de ces interactions bien vivantes qui s'opèrent avec le territoire que nous cohabitons. Donc la construction est faite de chair et d'os. Si la préservation de nos écosystèmes dans la manière de faire communauté et d'habiter le monde apparaît désormais comme chose naturelle pour vous, la préservation de notre cohabiteur est un sujet entier que nous confions tout à l'heure à la capsule d'Igor, de Mathieu et Nizar. Et quant à vous, chers cohabiteurs, c'est à vous pour la suite.